Si j'avais un robot, je ferais du cinéma. Mais pour mieux comprendre pourquoi, on doit revenir un petit peu en arrière. J'ai 7 ans. Comme souvent, je bricole tout seul dans l'atelier de mon grand-père. C'est une grande cave silencieuse, l'air est froid, il y a beaucoup de poussière un peu partout. Je passe des heures à chercher dans les caisses, les tiroirs, et avec ce que je trouve, je perce, je coupe, je ponce, assez maladroitement. J'imagine bien l'horreur dans les yeux d'un menuisier qui me verrait utiliser une lime ou un ciseau à bois. Mais même si ce n'est pas vraiment fait dans les règles de l'art, j'arrive à mes fins. Une canne à pêche, un bouclier, une épée, un pistolet, ils ont tous l'air un peu rafistolés, mais je jouerai avec pendant des années. Et puis une fois, je passe l'après-midi avec mon grand-père et on bricole ensemble. On bricole ensemble, mais c'est du bricolage sérieux. Il m'apprend à construire un marteau. Alors ensemble, on perce, on coupe, on ponce, mais à la fin de l'après-midi, c'est pas une épée que je brandis fièrement, mais un beau marteau tout neuf. Alors là, tout change parce que je me rends compte qu'on n'a pas construit n'importe quoi. C'est pas que j'ai enfin appris à correctement utiliser une lime ou un ciseau à bois, mais on a construit un objet qui est aussi un outil. Un objet qui sert à construire d'autres objets. Avec mon nouveau marteau, je peux construire des autres nouveaux marteaux. Alors là, tout change parce que je me rends compte que je deviens de plus en plus intéressé par les outils. En fait, un outil, c'est un peu comme une baguette magique. Avec, on peut changer les choses autour de nous. Ça va des premiers silex jusqu'aux dernières imprimantes 3D. Ce sont des outils qui nous permettent de construire d'autres outils. Par exemple, avec ma main, je peux ramasser un caillou. Et puis, je peux tailler un autre caillou pour le rendre tranchant. Avec ce caillou, je peux couper une branche. Avec cette branche et ce caillou, j'ai une hache. Avec cette hache, je peux couper un arbre. Avec cet arbre, je peux construire un bateau. Et avec ce bateau, je navigue à l'autre bout du monde. Donc à chaque nouvel outil, je peux aller plus loin. Je peux construire plus grand, plus précis, plus lourd. C'est un peu une course au progrès, mais qui renferme aussi sa chute. Le philosophe Paul Virilio, il dit que quand on a inventé le bateau, on a aussi inventé le naufrage. Alors je me rends compte que quand j'ai construit une belle hache, je risque aussi de couper toute la forêt avec. En 2007, j'étudiais la physique à l'université. Là, j'apprenais vraiment comment mon marteau fonctionne. Accélération, énergie cinétique, mécanique des solides. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de construire des marteaux. Alors j'arrête l'université, je commence à étudier le design. Là, je passe mon temps à construire des outils qui travaillent à ma place. Je passe mes nuits à lire des manuels d'électronique, de programmation. Et puis petit à petit, mes outils deviennent des machines-outils. J'étudie à ce moment-là le design graphique, donc je décide de ne pas construire n'importe quelle machine. Je construis des machines à écrire, je construis des machines à dessiner, des machines à imprimer. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de construire des machines qui n'existent pas simplement pour faire des choses différentes, mais pour essayer de réfléchir en dehors de la boîte à outils existante du designer. Les possibilités qui nous sont offertes par les objets, les logiciels qui nous entourent, elles ont été précisément décidées. Souvent, on oublie que ça pourrait fonctionner différemment. Alors moi, dans mon travail, je décide de ne pas être limité par ces contraintes techniques qui me sont imposées. S'il manque une fonction à un logiciel, je peux la programmer moi-même. Si un outil fonctionne pas comme je le souhaite, je peux le construire moi-même. Et de cette manière, je contrôle comment je travaille et je me libère des choix qui me sont imposés. Dans mon travail, ça devient une constante de construire ses propres outils. Ça devient un peu une émancipation, une subversion. Ma première machine, elle servait à imprimer avec des feuilles de papier carbone. J'aimais beaucoup la couleur du pigment bleu déposé par ces feuilles sur le papier. Mais avec ces feuilles, normalement, on peut seulement tracer avec un stylo. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser cette technique d'impression, mais avec des images. C'était assez simple, il suffisait de poser une feuille sur une planche, et puis un petit marteau venait frapper le papier là où je voulais un point de couleur. C'était très rudimentaire,
mais ça m'avait permis de comprendre tout mon flux de production, du début à la fin. J'avais programmé le logiciel qui faisait tout marcher, et j'avais construit les moteurs qui faisaient tout avancer. J'avais tout compris. Plus tard, pour mon diplôme, je développais une autre machine qui, cette fois, imprimait avec des stylos feutres sur des gros rouleaux de papier journal. Là, ça fonctionnait comme une sorte de grand livre d'or. Les visiteurs d'une exposition pouvaient laisser des messages sur un site internet, et puis la machine les écrivait automatiquement. Ça créait une sorte de discussion entre ma machine, mon site internet, les visiteurs. C'était un peu un méli-mélo entre digital et physique. Donc, tout ça m'amène petit à petit à développer une pratique artistique qui s'intéresse pas seulement aux résultats, mais au processus de production, la manière dont on produit les choses. Donc je design le résultat, mais surtout le contexte qui mène à ce résultat. Et puis, il y a aussi une constante qui apparaît dans mes travaux petit à petit, c'est le mouvement. Que ce soit un marteau, un stylo ou un feutre, toutes ces machines, en fait, elles font bouger mes outils de manière bien précise. Donc je deviens une sorte de chorégraphe qui fait danser mes machines. Ça reviendra régulièrement dans tous ces projets, ce besoin constant de positionner, de faire bouger ou de faire danser mes machines et mes outils. Et puis, il y a quelques années, je tombe nez à nez avec un robot industriel. Alors là, c'est vraiment le moment époustouflant. C'est vraiment une machine hyper inhabituelle, incroyable. C'est énorme, c'est massif, ça se déplace avec une dextérité ahurissante. Mais avec toutes ces années passées à bricoler et à apprendre comment mes outils fonctionnent, j'en deviens vraiment fasciné. Alors je commence à faire un peu de recherche, et puis je me rends compte qu'il y a un marché de l'occasion en fait assez fourni, assez développé, que c'est une machine relativement accessible, et surtout, c'est une machine pas si compliquée que ça. En fait, pour moi, un robot, c'est juste un gros marteau. Mais donc, s'il y a un robot qui est conçu pour fonctionner dans une usine, je m'en servais pour le détourner et faire autre chose avec. À quoi ça pourrait bien ressembler? Un robot qui passe pas ses journées à construire des voitures, un robot qui passe pas ses nuits à mettre des cartons sur des palettes, mais un robot qui devient simplement un outil dans mon travail et qui me permet de faire bouger mes stylos, mes marteaux comme je le veux. Alors pour ça, il y a peu de temps, j'ai cofondé un studio de robotique qu'on a défini comme la robotique non industrielle, la robotique hors l'usine. Là, on essaye de développer des projets qui utilisent la robotique, mais dans des contextes un peu inhabituels. On imagine un monde où les robots ne sont pas que là pour travailler, mais aussi là pour jouer. Et pour moi, ce mot, il est important de jouer, parce que comme un enfant, on ne joue pas pour rien. On joue pour développer son intelligence, on joue pour développer son imagination, sa créativité, on joue pour apprendre à s'entraider, à collaborer. Alors, pour moi, jouer avec un robot et apprendre à un robot de jouer, c'est un peu essayer de chercher quelle est sa place et son sens dans notre culture ou dans notre société. Mon premier robot, dans son ancienne vie, il faisait du repassage toute la journée. Il travaillait dans un centre de test et il simulait l'utilisation de fer à repasser toute la journée. Et maintenant, dans sa nouvelle vie, il fait du cinéma. Parce que s'il y a une chose que les robots savent très bien faire, justement, c'est de bouger très précisément. Alors quand on leur donne une caméra, ils peuvent la déplacer exactement comme on veut, ils peuvent faire des mouvements impossibles à faire autrement, et surtout, ils peuvent le faire encore et encore et encore. C'est le rêve d'un réalisateur. Si j'avais un robot, je ferais du cinéma. Sinon, j'ai été souvent invité dans des institutions pour développer des cours autour de cette question de la robotique dans la création. Alors je me suis demandé, est-ce que je pourrais apprendre à mon robot à écrire? J'ai développé un petit logiciel que j'ai donné à des étudiants en typographie. Et avec ça, ils ont pu dessiner des lettres. Ensuite, le robot allait les découper dans la mousse. Et puis, on a pu expérimenter pour faire des mots en 3D. Si j'avais un robot, je ferais de la calligraphie. Avec d'autres étudiants, on s'est demandé qu'est-ce qu'un robot pourrait bien faire s'il ne devait pas travailler toute la journée. Il avait aussi le droit de s'amuser un peu. Alors on s'est dit, peut-être qu'il aurait envie de s'amuser en faisant des bulles.
Si j'avais un robot, je lui apprendrais à épater la galerie. Et puis une autre fois, on s'est demandé qu'est-ce qu'un robot pourrait bien faire s'il fait seulement ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire bouger parfaitement. Alors on lui a donné une lumière, et il bouge toute la journée, ça devient un cadran solaire. C'est un robot qui donne l'heure, en fait. Si j'avais un robot, je pourrais même me construire un soleil. Il y a 2 ans, j'ai été invité à la fondation Luma à Arles pour proposer un projet de recherche en design. Alors j'en ai profité justement pour proposer un projet qui mêle passé et futur. C'est une approche contemporaine de l'artisanat qui mêle le territoire et les nouvelles technologies. C'est une recherche autour de la taille de pierre. Alors, on n'est pas encore en train de construire des cathédrales, mais on espère trouver des pistes qui nous mènent vers un futur où les objets sont juste devenus un outil comme un autre. Dans la continuité de tous mes autres projets, c'est une recherche multifacette, mais qui s'intéresse toujours à cette question du développement d'outils qui nous apprennent de nouvelles manières de travailler. En fait, pour moi, jouer avec tous ces robots, c'est une manière de les apprivoiser, se demander à quoi ils pourraient bien servir s'ils deviennent juste quelque chose de banal. Et même si certains projets ont l'air un peu futiles, peut-être qu'ils nous pointent vers un futur qui se profile. Un futur où les robots font des choses un peu plus inattendues et un peu plus sensibles. Au fond, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte, un robot qui peint, un robot qui danse? Ça nous donne le choix. Ça nous donne le choix, ça nous donne la possibilité d'être un acteur, de ne pas seulement subir les technologies, mais aussi d'avoir le droit de les imaginer, pouvoir proposer des choses différentes. En fait, connaître ces outils, c'est gagner une sorte d'indépendance. Quand j'avais 7 ans, dans l'atelier de mon grand-père, je ne savais pas trop ce que je faisais avec tous ces outils. Et maintenant, j'ai fait beaucoup de chemin depuis ce marteau, mais souvent, avec ces robots, je ne sais pas trop ce que je fais non plus. Mais peut-être qu'en fait, c'est ça qui rend le jeu assez intéressant. Que personne n'a vraiment d'idée de ce qu'on va faire avec ces robots, mais qu'on cherche tous ensemble, qu'on expérimente, qu'on essaye des choses sérieuses, des choses maladroites, mais qu'on essaye de chercher et de trouver ce qui nous convient vraiment pour nous. Alors vous, si vous aviez un robot, vous feriez quoi? Merci.